Super. Donc, on voit, on a une belle audience de gens de l'industrie manufacturière. Fait que je propose qu'on commence un peu le format aujourd'hui. Je vais animer la conversation avec Jean. Puis par la suite, ceux qui ont des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre dans le chat ou à lever votre main, puis on va vous laisser intervenir. On veut des fois qu'il y ait la participation du public parce qu'on le sait, la transformation numérique, il y a plusieurs personnes dans l'industrie qui l'ont vécu de près ou de loin. Donc, n'hésitez pas à partager vos expériences ou à poser vos questions. Donc, pour commencer les introductions de mon côté, Nicolas Gauthier, je suis un des cofondateurs chez Axia. J'ai parti la compagnie il y a 4 ans et demi avec 3 autres collègues, dont Félix, Yacine et Karim, qui ne sont pas sur l'appel aujourd'hui. Puis, c'est ça, moi, j'ai plus un background dans le manufacturier. J'ai travaillé chez Cycle de Vinci au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est un peu là que les premières idées d'Axia sont venues. Puis, sans plus tarder, je laisserai peut-être Kevin s'introduire, puis Jean, puis ensuite, on va rentrer dans les questions puis dans le vif du sujet avec le webinaire d'aujourd'hui. Merci Nicolas. Donc, Kevin Minier, je suis spécialiste de solutions clients chez Axia. Aujourd'hui, en fait, là, je vais suivre le chat. Je vais aussi un peu animer là, dans les discussions là, textuelles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On va pouvoir là, soit les sortir là, dans le moment de la discussion ou à la fin répondre à vos questions. Et puis, merci d'être présent aujourd'hui. Tu veux que je me présente rapidement, Nicolas, peut-être? Oui, Jean, peut-être une petite introduction, ton background, puis un peu ton rôle chez Genius. Excellent. Ben, écoutez, je vais vous laisser deviner mon âge, mais vous allez voir que je vais me faire trahir assez rapidement. Là. Ça fait 27 ans que je suis chez Genius Solutions. Aujourd'hui, je suis le président, mais il faut comprendre qu'au tout début, évidemment, j'ai occupé des rôles au déploiement. Genius, c'est une entreprise qui fait le développement de logiciels de gestion manufacturière, ERP. C'est vraiment un ERP niche dans le secteur manufacturier. Puis, les bases de la compagnie ont été au centre du Québec. Puis après ça, on a grandi. Puis aujourd'hui, ben, l'applicatif ou la compagnie opère un petit peu partout en Amérique du Nord. Je vous dirais que c'est à peu près 50-50 la clientèle américaine, la clientèle canadienne. Ingénieur mécanique de formation. Fait que je veux dire, depuis les tout débuts, moi, les emplois que j'ai faits avant, depuis le tout début, je suis dans le secteur manufacturier, mais comme des fois, on va voir dans le début d'une présentation ou d'un film, si j'avais utilisé un disclaimer, là, où ne perdez pas de vue une chose, j'ai beaucoup d'années d'expérience, mais quand même dans un secteur manufacturier ou des types d'entreprises, nos clients ont typiquement entre 30 et 150 employés. Fait que, véritablement, c'est là que je vous dirais que je peux vous partager davantage mon expérience. S'il y a des questions, puis je vois que je ne suis pas dans ma zone, je vais vous le dire directement. Je ne voudrais pas non plus donner d'informations. C'est le fun d'avoir une opinion, mais je suis davantage capable de vous parler d'entreprises qui vont être dans cette taille-là, dans le secteur manufacturier. Je suis super content d'être avec vous, Nicolas, Kevin, Elsa. On est prêts quand vous êtes prêts. Super, un gros merci, Jean. Fait que, premièrement, là, je pense que la première question que je te poserais, c'est peux-tu nous parler un petit peu du contexte en ce moment à propos de la transformation numérique au Québec? Qu'est-ce que toi, tu observes, puis un peu les grandes tendances? Écoutez, au niveau de la transformation numérique, quand je regarde un petit peu ce qui se passe, et puis je crois que ça ne sera pas une surprise pour bien des gens qui sont là ici, à l'entour, ou du moins pendant la réunion, c'est en ébullition actuellement. Là. Je veux dire, ça fait des années, moi, de mon côté, que je parle avec des entreprises manufacturières qui regardent pour s'informatiser, pour digitaliser, pour numériser, puis pour virer vers le numérique. Puis je vous dirais, c'est clair qu'actuellement, il y a des démarches qui sont faites autant au niveau du provincial que du fédéral qui fait qu'il y a un buzz qui est très, très fort. C'est la première chose. Il y a énormément d'entreprises aujourd'hui qui appellent, qui prennent l'information. Je vous dirais, c'est très en action actuellement. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de questionnements. Ça, c'est quelque chose qu'on vit systématiquement. Si tu veux avoir mon pouls rapide, ça ressemble à ça. Là. On a beaucoup de demandes d'information. Et si avant, il y avait, je vous dirais, l'entreprise qui avait ses besoins, puis il y avait des fournisseurs de solutions, bien, il s'est greffé à ça un écosystème assez important de toutes sortes de petites, moyennes, grandes entreprises dans l'accompagnement, on va appeler ça d'un processus décisionnel. Puis pas juste des petites entreprises, hein, que ce soit les Big Four au niveau de la comptabilité, tout ça. Là, il y a vraiment un engouement, un désir de pousser davantage sa transformation numérique. Ça, c'est ma lecture actuellement, là, Nicolas. OK.
Puis je trouve ça intéressant, tu as parlé d'écosystème, surtout dans le privé, mais aussi dans le public. Je pense qu'on a plusieurs institutions qui peuvent nous supporter puis nous aiguiller ou nous épauler dans une transformation numérique. Toi, de ton côté, c'est quelles grandes institutions, quelles grandes organisations au Québec, au Canada qui peuvent nous épauler dans une transformation numérique si on commence un peu par là? Écoutez, si je ne me trompe pas, là, on va commencer à parler des programmes gouvernementaux. Vous êtes probablement déjà au courant. Là, typiquement, nos clients vont utiliser normalement 2 leviers, vont utiliser sur le plan du provincial des programmes offerts par Investissement Québec. Typiquement, vont aussi se tourner au niveau du fédéral avec ce qui s'appelle le PICAN, là, dans le fond, là, qui est une façon d'aller chercher essentiellement, avec certains paramètres, là, des subventions, des prêts sans intérêt. Fait que normalement, c'est normalement les 2 leviers que j'entends le plus. Il y a encore des outils conventionnels, entre autres avec Emploi Québec. Je ne suis pas un spécialiste de ces éléments-là, mais c'est typiquement les 2-3 éléments qui reviennent tout le temps sur le plan de l'aide. Après ça, quand on parle d'écosystème, bien, écoutez, il peut y avoir facilement une centaine d'entreprises ou de consultants qui virent alentour de ça, qui vont aider les entreprises à faire l'utilisation, l'accompagnement. Alors, là, je ne serais pas capable de faire une liste exhaustive, mais il y a énormément de joueurs. Si on se ramène à il y a 2 ans, il y a 5 ans, le portrait est différent, là, complètement différent. Oui. On pense à l'arrivée, par exemple, de Digifab à Longueuil ou encore de Productique Québec, qui sont des organismes paragouvernementaux qui sont un peu neutres dans le processus, puis l'aide qu'ils offrent aux entreprises. Fait que c'est des programmes qui existent et que les gens peuvent utiliser. Jean, je sais que Genius, ce n'est pas seulement au Québec, il est aussi en Ontario, aux États-Unis. Est-ce que tu remarques des différences par rapport à l'adoption du numérique entre, par exemple, les États-Unis et l'Ontario versus le Québec? Ben oui, je pense que sur le plan contextuel, on est encore maintenant à savoir si c'est bon, si c'est pas bon. Ça peut changer. Je vous dirais une question d'opinion. Moi, de notre côté, ce que moi je dois vous dire, c'est que ma lecture aujourd'hui, c'est d'avoir le contexte dans lequel on est au Québec, puis avoir l'aide on a des différents paliers de gouvernement. Ça n'existe pas aux États-Unis. By the way, là, ça n'existe pas aux États-Unis. En fait, quand on regarde au Canada, il va y avoir davantage l'utilisation de programmes fédéraux, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser le PICAN en Ontario et dans le reste du Canada. Ils vont avoir des fonds comme le fonds Yves Landry, exemple, en Ontario, qui est plus associé à l'automobile ou ces choses-là. Mais aux États-Unis, ce genre d'incitatif-là, il n'est jamais aussi présent qu'au Québec. Et c'est particulier parce que je vous dirais que quand je regarde ce qui se passe aux États-Unis, il y a une prise de décision qui est beaucoup plus rapide. Tu sais, aujourd'hui, là, dans notre équipe, au niveau de tout ce qui s'appelle la commercialisation, je suis capable d'avoir un comportement. Le Québec, en général, les cycles de prise de décision sont plus longs. C'est plus long que si je compare aux États-Unis. Puis c'est assez particulier parce que, je vous dirais, exemple, chez Genius, on a des clients qui implantent leur premier ERP. On a des clients qui remplacent. Mais si je fais juste prendre l'adoption des premiers ERP, j'ai beaucoup plus de premiers ERP au Québec que j'en ai aux États-Unis. Aux États-Unis, on est beaucoup plus dans un mode de 2e implantation, de 3e implantation. Donc, conséquemment, ces gens-là ont commencé avant le processus d'adoption. Alors, je ne suis pas un spécialiste pour la robotique, je ne suis pas un spécialiste pour tous les autres outils potentiellement dans l'usine, mais sur le plan ERP, alors que beaucoup d'entreprises ici envisagent d'implanter leur premier, on est en remplacement aux États-Unis. J'ai l'impression que sur le plan culturel ou sur le plan efficacité opérationnelle ou efficience, c'est quelque chose qui est plus naturel, ou du moins, ils ont peut-être juste commencé avant nous autres. C'est ma lecture. Okay. Puis toi, de ton côté, est-ce que tu penses que c'est dû à une culture qui est différente aux États-Unis, comment je dirais, à l'accès au système, à la technologie? Qu'est-ce que tu penses les grandes raisons qui font en sorte que les États-Unis sont peut-être un peu en avant sur le plan numérique versus le Québec? Écoute, la seule chose que je peux voir, puis il y a, tu sais, je ne sais pas combien de personnes dans le meeting aujourd'hui travaillent avec des gens aux États-Unis, mais on entend toutes sortes de choses parfois. Hein. On va dire des fois que les Américains peuvent être difficiles, peuvent être un peu cow-boys. Mais il y a une chose qui est sûre sur le plan business, ce sont des gens qui, quand il y a une problématique, ils vont mettre les sous, vont l'aborder. Puis
J'ai vu des gens aux États-Unis, des fois, faire des moves technologiques, puis après 2 ans, 3 ans, dire ben, on s'est trompé, on recommence, puis c'est une erreur ou ça n'a pas été parfait, puis on recommence. Tu sais, je dois vous avouer, avant qu'on commence à faire affaire avec les États-Unis de notre côté, on avait tout le temps ce nuage gris-là au-dessus de notre tête en disant faites attention, les Américains, c'est des gens qui ne font pas leur affaire, ils poursuivent, puis on va toucher du bois, là, mais actuellement, la clientèle ou la business actuellement avec les États-Unis est très bonne. Fait que je vous dirais, il y a un dicton parfois qui dit ce qui coûte rien n'a pas de valeur, tu sais, puis je pense que ça fait partie l'avantage de leur culture de considérer l'amélioration technologique comme l'amélioration au niveau des machines ou l'amélioration au niveau des compétences de leur personnel. Ça doit être probablement plus naturel parce qu'on a comme je répète, on a des incitatifs au Québec qui fait que si ces gens-là avaient ce même type d'incitatif, probablement que je ne serais pas à 50-50 au niveau de ma business, je serais probablement plus à 80% États-Unis, 20% Canada. Mais je ne peux pas t'en dire davantage sur, mis à part que le cycle est plus court, ces gens-là, ils envisagent davantage ces technologies-là. Puis diverses, pas juste ERP, là, on arrive à des endroits, là, il va y avoir différents éléments qui vont avoir été mis en place pour automatiser des processus ou automatiser la partie main-d'œuvre dans l'usine. OK. Puis toi, de ton côté, quand tu as des échanges avec des clients américains, en ce moment, est-ce que, outre peut-être les enjeux de transformation numérique, c'est quoi leurs plus grands enjeux de leur côté? Est-ce que c'est similaire à ce qu'on voit ici au Québec comme des enjeux de main-d'œuvre, des enjeux de main-d'œuvre? On va rester dans main-d'œuvre, c'est le seul qui me vient en tête. Non, mais Nicolas, la main-d'œuvre, ce n'est pas un enjeu qui est strictement québécois. C'est sûr que sur le plan de l'immigration, de par sa nature, les États-Unis, c'est un melting pot. L'immigration, ça fait partie des mœurs, ça fait des années. Ils ne sont pas dans une situation aussi précaire que nous, je pense. Je ne suis pas un spécialiste là-dedans. Exemple, ici au Québec, où l'immigration doit être portée d'abord, doit considérer la langue. C'est un autre environnement, je pense. Mais en général, ils ont les mêmes problématiques, on va appeler ça de main-d'œuvre qualifiée. Quand ils vivent la croissance, ils sont dans une situation, les pancartes on embauche, là, il y en a aussi aux États-Unis quand tu t'en vas visiter ces gens-là. Fait que je pense que les éléments de motivation pour n'importe quelle entreprise au niveau de l'investissement dans les technologies numériques, je pense que essentiellement, c'est vraiment similaire. Moi, je regarde un peu on fait affaire surtout de notre côté avec les gens qui sont en proximité des Grands Lacs. Puis, j'aimerais ça vous dire que les Américains sont bien différents de nous autres sur le plan comportemental en termes de discussion d'affaires. Puis, il y a des ressemblances, on se ressemble beaucoup plus. Je comprends que ne faisons pas de ça un débat politique. On ne commençons pas à parler des rouges puis des bleus, là, mais essentiellement, une PME aux États-Unis d'une cinquantaine d'employés, de 75 employés versus ce qu'on vit au Québec, tu parles de contextes qui sont pas mal similaires, moi, de par mon expérience. La seule chose, c'est sur le plan investissement, sur le plan croissance, je sens qu'il bouge plus rapidement que ce qu'on fait actuellement du moins au Québec. OK. Très bon point. Puis je trouve ça intéressant parce que je pense qu'en ce moment, il y a ce changement de culture-là qui s'opère avec toutes les entreprises que j'ai eu la chance d'échanger dans les dernières années. Je pense que 60 à 75 de ces entreprises-là entreprennent un changement de système ou mettre à jour leur système ERP ou encore font des projets d'automatisation, de robotisation dans l'usine. C'est super intéressant de voir ces changements-là qui s'opèrent. Jean, j'aimerais ça que tu me partages peut-être plus côté intégration ou côté transformation numérique. Dans ton expérience, c'est quoi les facteurs de succès les plus importants que tu as vus dans des entreprises qui font en sorte que l'intégration, l'implémentation d'une nouvelle technologie se passe bien? C'est quoi, selon toi, les bonnes pratiques ou les bonnes pratiques que les gens devraient avoir là, pour maximiser une transformation numérique? Écoute, moi la première chose, je pense, qui me vient à l'esprit quand on parle de succès au niveau que ce soit l'implantation d'un ERP ou on va appeler ça d'un changement important au sein de l'organisation où tu touches plusieurs individus. Parce que, tu sais, quand un changement dans une entreprise qui touche une personne, c'est très ponctuel, tu peux opérer le changement. Quand tu commences à toucher plusieurs départements, tu dois faire une certaine coordination, ce qui est un petit peu ce qu'on vit dans l'implantation d'un ERP. La première chose qui est à faire, c'est de briser le projet en morceaux. C'est la première chose à faire. C'est assez contre-intuitif parce que
Aujourd'hui, quand on est, mettons, je suis une entreprise québécoise, puis je dis, OK, je veux mettre en place, j'utilise un système comptable, j'ai des fichiers Excel, ça ne tient plus, je veux mettre en place un système de gestion pour centraliser toute mon information. Je vais chercher, je vais suivre de formation, je me fais accompagner par des consultants, je parle à des gens qui me disent que je dois bâtir un gros budget. La première chose qu'on est tenté de faire, on est tenté de bâtir, de faire un plan quinquennal. Tu sais, on dit, bon, mais là, je vais faire ma transformation, je vais faire un projet qui va durer sur 5 ans, puis voici tout ce qui doit être mis en place. On en fait naturellement dans une période d'apprentissage un gros projet. Puis je compare toujours ça, moi, quand tu achètes une maison, ta première maison, tu veux toujours qu'elle soit super grosse. Mais à un moment donné, tu dis, garde, je vais acheter un bungalow ou je vais acheter une plus petite maison. Puis même si tu voulais aller plus vite que ça, tu ne peux pas. OK? Il faut d'abord que tu t'installes, puis après ça, tu vas continuer à aménager ce qui est à l'extérieur du domicile. En bout de course, ton projet, tu le brises en morceaux. Puis, by the way, en informatique, comme développeur, on est dans la même situation, Nicolas. Avant, on faisait des développements qu'on appelait en waterfall. On faisait des gros projets, on faisait du design. On codait. Puis là, on livrait après une super longue période de temps un logiciel. Puis là, on apprenait ce qui ne marchait pas. On réparait pour commencer. Alors qu'on est tombé beaucoup plus dans ce qu'on appelle des sprints au niveau du développement, où on va faire une première phase, on va installer, on va aller chercher le feedback du client, on va installer une deuxième phase, on va aller chercher les bénéfices. Moi, je pense que de briser les projets d'envergure en morceaux, c'est pas juste, c'est pas quelque chose qui est nouveau au secteur manufacturier, qui est requis juste pour le secteur manufacturier. Ça existe partout, cette agilité-là de briser en morceaux pour garantir qu'il va y avoir un succès et diminuer les risques. Fait que vraiment, tantôt, je t'ai dit, première chose, briser le projet en morceaux. Quand je dis c'est contre-intuitif, parce qu'on vous sortez d'un processus d'apprentissage, exemple, où un consultant vous a guidé, il y avait 300 éléments dans un cahier des charges qui est à considérer. Vous n'avez aucune chance de les mettre, ces 300 éléments-là, dans l'année 1 ou dans le premier 6 mois. Il n'y a aucune chance que vous y arriviez. Puis là, c'est dur parce que vous avez fait un processus, exemple, de sélection, un projet d'implantation désiré qui est très agressif. Là, il faut faire des choix. En même temps, c'est la bonne chose à faire. Il faut briser le projet, aller chercher un succès. Vos gens à l'interne vont sauver du temps. Donc, ils vont sortir de la courbe d'apprentissage. Ils vont maîtriser le nouvel outil. Puis là, vous êtes capable de prendre ce temps-là que vous n'avez pas en partant, parce que tout le monde dit qu'il manque de main-d'œuvre. Vous êtes capable de prendre ce temps sauvé-là pour l'investir soit dans une deuxième phase, exemple, si je parle d'un ERP, ou dire non, le ERP, la phase 1 est faite. Maintenant, je veux mettre un peu de temps dans des systèmes experts. Je veux mettre un peu de temps, exemple, dans ce que je vais appeler plus de la formation au niveau des compétences de mon staff, parce que c'est dur pour les PME de rouler 2, 3 projets de front simultanément. C'est très difficile. Normalement, les gens vont avoir un projet, ils vont le mener à terme, ils vont passer à un deuxième. C'est comme ça que je vois ça. Il faut vraiment prendre le projet puis le briser en morceaux. Oui, puis c'est un super de bon point. Puis j'ai bien aimé ta comparaison avec l'exemple de maison. Puis ça me fait rire. Moi, je suis bientôt rendu là avec ma conjointe. Fait que là, on commence à déterminer un peu dans quelle direction on veut s'aligner avec la maison. Mais ce qu'on le sait, c'est que si tu achètes une grosse maison au départ, bien finalement, il y a plein de défauts que tu vas te rendre compte dans la maison, finalement, qui n'étaient pas nécessairement importants. Fait que je pense un peu comme dans une intégration ERP, ce qui est important, c'est de prioriser, de dire voici les 10 éléments, les 15, 20, 30, 40 éléments les plus importants qu'on veut avoir ou qu'on veut trouver dans un nouveau système ou dans une transformation numérique, puis par la suite faire en sorte que ça arrive. Toi, de ton côté, Jean, on voit souvent des projets ERP qui commencent, puis là, les gens mettent du temps, puis ça avance, je dirais rapidement au départ, puis là, finalement, il arrive un rush, soit de production ou de livraison, il y a des personnes qui quittent dans l'organisation, puis là, le projet tombe sur autre. Toi, de ton côté, c'est quoi que tu as vu qui a fait en sorte que des projets comme je viens de mentionner, ne continuent pas ou ne sont pas capables d'être complétés? Est-ce que c'est par le manque d'engagement de l'équipe, le manque de ressources, le manque de priorisation à l'interne à propos du projet? Parle-nous un peu de ça. Bien, la première chose, normalement, quand un projet se commence puis ne se termine pas, prenons pour acquis qu'on a brisé le projet en morceaux parce que les projets comme ça qui vont arrêter, si
si le projet est trop ambitieux puis nécessite une coordination qui est trop grande, c'est clair qu'on s'expose à ce que le projet ne se termine pas. Puis le danger avec ça, c'est que, vous savez, les manufacturiers, il y a un élément qu'on n'aime jamais, quand on parle aux banques, on n'aime jamais parler des travaux en cours, ça n'a pas de valeur sur le plan, exemple, de vos stocks. Vous voulez avoir des produits finis, vous voulez avoir de la matière première, des travaux en cours, ça en prend, mais pas tant que ça. Puis l'implantation d'un système ERP, quand ça traîne à longueur, c'est comme si vous vous retrouvez dans votre cours, dans votre entrepôt, avec des travaux en cours, des choses qui sont commencées, pas finies. Puis là, ce que tu viens de dire, c'est quand tu entreprends plusieurs chantiers, considérant qu'il y a un taux de roulement au Québec actuellement au niveau du staff, c'est dur de garder son personnel. On fait affaire avec des PME. Alors, moi, là, avec nos clients, là, ça ne prend pas 10 personnes qui quittent pour qu'un projet soit en péril. Là. Quand j'ai 1-2 personnes clés qui quittent, l'entreprise est obligée de remettre en question ses priorités. Fait qu'encore une fois, si on prend pour acquis que le projet est brisant en morceaux, bien, l'engagement, ou du moins de s'assurer que le projet va être déployé, les gens vont être mobilisés. Et moi, je dis toujours, l'implantation d'un système ERP, s'il y a des meetings hebdo qui sont faits pour la production, des meetings hebdo qui sont faits pour les ventes, c'est un chantier. Ce n'est pas quelque chose que tu installes, que tu cliques sur un bouton, tu fais next, 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 puis l'implantation va se faire. OK? Fait que ça, bien souvent, les gens se disent, ben ça devrait être facile, parce que je veux dire, maintenant, c'est des outils technologiques qui sont plus faciles, mais on appelle ça de la transformation numérique, Nicolas, mais sais-tu quoi? En tout cas, dans le monde du ERP, ce n'est pas de la transformation numérique, c'est la transformation humaine. Les gens travaillent d'une certaine manière, ils veulent tous améliorer leur processus, ben, il va falloir qu'on change un petit peu leur façon de faire. Les gens sont occupés, sont débordés. L'enjeu, je pense, qui est beaucoup plus à l'égard de l'engagement, l'alignement du personnel, dans la mesure que ton projet a été brisé en plus petit. Parce que là, si ton projet est très gros, ben là, tu fais juste avoir des balles de plus avec lesquelles tu jongles, puis tu as plus de chances d'en échapper. Moi, c'est vraiment ma lecture. Oui, puis je trouve ça intéressant parce que dès que tu brises le projet en petits morceaux, en petits chantiers, bien là, dès que tu complètes un chantier, c'est une victoire pour l'entreprise. Ils deviennent plus efficaces dans un département ou dans une sphère de l'entreprise. Puis par la suite, bien, ils peuvent prioriser le prochain projet. J'aime ça que tu parles un peu de la gestion du changement, surtout pour l'humain, parce que je pense que l'humain est au cœur de ces changements-là. C'est quoi les facteurs de succès que tu as vus dans des entreprises avec lesquelles tu as intégré un système ou tu as fait une transformation numérique qui a fait en sorte que ces entreprises-là ont eu du succès avec le changement auprès de l'humain, puis qu'il n'y a pas eu d'enjeu ou de gestion de changement trop catastrophique, si on peut le dire comme ça? En fait, bon, l'enjeu de main-d'œuvre est très présent. Puis, c'est drôle à dire, mais malgré le fait que les gens, selon mon opinion, là, les employés qu'on a sont très précieux au sein de toutes les organisations. Puis, mais malgré tout ça, il y a des gens qui vont se sentir menacés par ce genre de changement-là. Quand tu annonces à quelqu'un qui est au compte à payer, qui est habitué, exemple, de manuellement émettre des chèques, puis du jour au lendemain, tu lui apprends que 80% des transactions vont être gérées par de la technologie où la facture va être lue automatiquement, je n'aurai pas à faire la saisie. Autant la personne peut dire, je suis content, j'aurais pu à faire ça. En contrepartie, tu peux mettre la personne à risque. OK? Fait que, tu sais, dans le fond, les endroits où je vois qu'il y a du succès, c'est d'abord de bien exprimer, de bien expliquer que souvent, quelqu'un qui investit dans des techs, c'est quelqu'un qui vise une croissance. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'entreprises qui ont un revenu plat, qui n'investissent pas, mais typiquement, les gens qui injectent de l'argent pour des nouveaux équipements, la nouvelle technologie, ils ont le désir de faire un plus gros chiffre d'affaires, d'augmenter leur marge de contribution, prendre des parts de marché. Donc, les gens qui ont du succès aujourd'hui, c'est quand il y a un kick-off à l'égard du projet, c'est d'expliquer d'abord à toute l'équipe qu'est-ce que l'entreprise veut faire dans sa globalité. Ce n'est pas un poste qui est à couper. Puis l'autre élément, ben, en anglais, ils utilisent l'expression tribal knowledge. Là. Les gens que vous avez aujourd'hui sans un système, le système est dans leur tête. Ces gens-là, vous ne voulez pas les perdre. On a besoin d'eux autres pour l'implantation. On va avoir besoin de leur expertise tantôt parce que quand la première phase est faite, ces gens-là vont aller chercher aussi des bénéfices supplémentaires dans les phases subséquentes. Les facteurs de succès, c'est véritablement s'assurer que les gens comprennent quel est le projet, comment il va être découpé dans le temps, puis
où je reviens sur ce que tu as dit, Nick, c'est quand tu as un premier succès, il faut le partager. C'est-à-dire, à travers l'équipe qui va être impliquée dans l'implantation, il y a des gens qui sont super contents du changement. Des fois, on arrive à une entreprise, tu as un jeune ingénieur qui se joint, lui, c'est un projet, il trouve ça super le fun. Tu as quelqu'un qui est là, qui est à 2 ans de la retraite, lui, il ne veut pas le changement. Il a moins le goût. Potentiellement, il a moins le goût. Il se dit, tu fais ça dans 2 ans, tu vas avoir un écosystème ou des gens qui n'ont pas le même désir de vivre ce changement-là. Alors, quand tu as un petit succès, il faut que tu le partages parce que ça te permet aussi d'enlever le bruit que certaines personnes vont dire c'est une erreur, on n'aurait pas dû faire ça, c'était pas nécessaire de faire ça. La célébration de ces petites victoires-là est importante. OK? Puis des fois, je trouve qu'on passe vite là-dessus. Là. On se donne un gros projet, on fait une première phase, on n'en parle pas. Puis, je pense que c'est important d'apprendre à célébrer ces moments-là, puis dire, bien, vous voyez, on est prêt pour la deuxième phase, on continue, l'entreprise s'est améliorée. Oui. Je trouve que c'est un super de bon point. Puis aussi, au fur et à mesure qu'on vit ces changements-là, il y a des gens qui vont quitter parce qu'ils ne sont plus nécessairement alignés avec la vision de l'entreprise. Ce qui est important, c'est de savoir en premier lieu pourquoi on fait ce changement-là, puis c'est quoi les objectifs derrière faire ce changement-là. Puis souvent, c'est pour soutenir une croissance dans les entreprises manufacturières. C'est sûr qu'on n'investit pas dans un système ERP si on est en décroissance des ventes ou on est dans une année plus difficile parce qu'on s'entend. On essaie plus de consolider les dépenses que de faire des projets d'investissement dans certains contextes, malgré que ça peut être étonnant. Je ne dis pas que c'est applicable dans toutes les entreprises, mais habituellement, on a plus envie d'investir quand on est en croissance. Puis, Jean, moi, je parlais à quelques entreprises, notamment Planiform, qui, eux, font justement une intégration de système ERP. Puis, eux, ils ont eu je pense, une bonne pratique de mettre une personne à temps plein pour gérer l'intégration du système ERP dans leurs opérations, s'assurer de mobiliser les gens à l'interne. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois fréquemment dans les clients avec lesquels tu implantes un système ERP? En fait, c'est un super bon point. Tu vois, probablement que ça fait trop d'années que je fais ça, là, tu sais, puis typiquement, ce qu'on dit toujours quand on met en place un ERP, je répète, c'est un chantier, c'est un projet qui est à gérer dans le fond. C'est systématique pour nous. Quand on commence un projet avec quelqu'un, c'est de s'assurer que cette personne-là ou cette entreprise-là est prête à identifier ce qu'on appelle un champion, quelqu'un qui va avoir le leadership au niveau de l'implantation. Est-ce que la personne va faire ça à temps plein? Pas nécessairement. J'en ai peu de clients qui vont se lancer dans libérer quelqu'un à temps plein. Souvent, ils n'ont pas cette ressource-là. Puis, tu embauches quelqu'un qui ne connaît pas ton entreprise pour faire ça. Ça peut être un petit peu difficile, mais ça prend, en termes d'imputabilité, ça prend une personne, normalement, qui va passer une bonne partie de son temps. Moi, je vous dirais probablement 16 heures à 20 heures par semaine dans le cadre d'une implantation pour que cette personne-là puisse s'assurer que les choses se fassent, parce que quand tu veux livrer, exemple, un ERP, si tu as 4-5 modules clés qui sont à mettre en place rapidement, si tu en as 4 de fait, puis que le 5e est intimement relié avec les autres, tu ne seras pas capable d'aller live. Fait que d'avoir un champion, là, super bonne pratique, en fait, je pense que ce n'est pas différent que si demain, vous décidiez de faire un réaménagement de votre entreprise, de votre usine, il y aurait quelqu'un qui gérerait le projet, puis qui s'assurait, dans le fond, que les sous-traitants soient tous alignés vers des dates de livraison, vers, mettons, des dates où il y a des shutdowns. Il y a de la coordination qui est requise pour s'assurer que le projet. Alors, c'est une très bonne pratique. Implanter un ERP, ce n'est pas juste assister à les formations, à commencer à l'exécuter. Puis, je vous dirais plus que ça, de juste compter sur le formateur, le consultant, c'est pas parce que ces gens-là n'ont pas les compétences, c'est que ces gens-là, ils vont s'en aller éventuellement. Ils vont venir vous aider pour l'implantation. Ils vont être capables de vous supporter à distance pour des éléments ponctuels. Ils peuvent rester partenaires pour vous dans des phases subséquentes. Mais si vous voulez tirer les bénéfices, il faut que ça fasse partie de votre ADN, cette compréhension-là de l'interopérabilité entre les différents départements pour éviter que, dès que le projet soit implanté, que soudainement, on voit réapparaître des fichiers Excel à gauche, à droite, parce que finalement, les gens n'ont pas compris l'essence de ce que vous deviez aller chercher comme bénéfice. Fait, avoir un champion, un chargé de projet, c'est tout à fait nécessaire pour qu'une implantation soit réussie. Super, un gros merci, Jean. Puis effectivement, j'aime bien ta comparaison. Puis si on fait un petit récapitulatif de ce que tu as dit jusqu'à maintenant, on prend un grand projet, on le scinde en plus petits projets.
on célèbre les victoires, puis on met des gens imputables sur l'atteinte d'objectifs, sur la gestion de ces projets-là pour nous assurer de garder ça au-dessus de la liste en termes de priorité pour l'entreprise. Kevin, je pense qu'il y a 2 questions dans le chat. Je te laisserai peut-être les poser. Je pense que c'est important de les poser au fur et à mesure. La première question de Sofiane. Oui, absolument. Donc, Sofiane veut savoir, étant un intégrateur en robotique, c'est quoi généralement la priorité des entreprises en termes de transformation numérique lorsqu'on parle de, par exemple, inventer un ERP ou d'aller travailler sur la robotisation là, au niveau de la production? Puis peut-être aller un petit step plus loin que j'amènerais de mon côté. Est-ce que tu as vu souvent les deux en parallèle se faire, 2 intégrations numériques, 2 améliorations là, numériques dans l'entreprise, dans ces 2 sphères-là? Dans une PME, surtout, je pense, là, parce que dans une PME, oui, on s'entend tout à fait. En fait, le premier élément, la première question que je serais porté de me poser, mettons en fait, il faut voir ça comme ça. Mettons, imaginez que vous êtes un directeur général, vous êtes un président d'entreprise, quelqu'un vient vous voir et dit, je pense qu'il y a une opportunité d'automatiser certaines opérations dans l'usine. Puis en même temps, il y a l'opportunité d'enlever les 3, 4, 5 systèmes en place puis d'implanter un ERP. Est-ce qu'on peut faire les 2 en même temps? La première question que je serais tenté de vous poser, c'est jusqu'à quel point ces 2 éléments-là nécessitent une interopérabilité pour qu'il y ait du succès. OK? Puis ça implique au sein de l'organisation. Je ne suis pas un spécialiste en robotique, mais on a des clients qui parfois, on parle de robotique, là, mais parfois, il va y avoir des améliorations faites sur un poste de travail qui, en bout de course, c'est de l'automatisation. Il n'y a pas nécessairement un robot. OK? Alors, la question, c'est qui est impliqué? Alors, moi, j'ai vu des compagnies, pendant qu'on fait l'implantation du système ERP, mettre en place ou faire des améliorations dans l'usine. Tu n'es pas obligé d'attendre. Puis quelqu'un pourrait dire, ouais, mais ça serait intéressant que le ERP communique, exemple, avec le robot pour la prochaine séquence. Je le comprends. Je comprends très bien que ça serait intéressant. Mais c'est comme de dire, je pourrais ajouter une 7e vitesse sur mon véhicule. Tu sais, la question, c'est, est-ce que d'avoir une cellule qui est autonome, qui peut-être nécessite que quelqu'un réentre de l'information, si déjà on mesure un bénéfice important et que ce n'est pas assez dérangeant pour mettre en péril le ERP, et dans la mesure que l'entreprise a les fonds pour faire les 2 projets, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est quand on arrive dans une situation où on doit créer des comités de travail, puis les mêmes individus sont appelés à travailler sur un autre comité de travail en concurrence, puis on dit, c'est marqué, tout le monde dit, on manque de ressources. C'est là que je pense que c'est difficile. Je ne crois pas que c'est impossible de faire les 2. Aujourd'hui, c'est juste que mon expérience dans la PME, du moins, je vois que les gens, c'est difficile pour eux d'opérer plus qu'1 ou 2 projets de transformation là, en même temps. Et plus là, mais sinon, je ne vois pas de problématique. J'ai vu des clients faire ça, comme des fois, tu vois des clients qui réaménagent l'usine, qui vont implanter des fois, on parlait plus spécifiquement de ERP, mais tantôt, on a des clients qui parfois vont mettre en place des nouvelles pratiques sur le plan de mettons, au niveau de tout ce qui s'appelle la commercialisation, les ventes, un portail. Ça a de l'incidence, mais ça pourrait pratiquement être un projet qui est à part et qui te permet d'implanter ton ERP en même temps. Je pense que c'est intéressant parce qu'il faut faire la différence entre l'optimisation puis qu'est-ce qui est essentiel pour le succès d'une compagnie. Puis souvent, justement, l'interconnexion entre les systèmes dans l'immédiat ou faire d'aller aussi loin que ça, je pense que c'est de l'optimisation rendu là. Il faut tout le temps se rappeler c'est quoi l'objectif du projet. Puis moi, je me rappelle dans mon expérience passée chez Domacy, on avait intégré 2 robots soudeurs pour supporter la forte cadence de production qui était nécessaire pour la production des Bixi. D'ailleurs, toutes les Bixi, les vélos en libre service à New York, Melbourne, Montréal, sont toutes faites au Saguenay-Lac-Saint-Jean par Cycle Domacy. Fait que ça représentait plusieurs dizaines, en fait, plusieurs milliers de cadres par année qui devaient souder. Fait qu'ils ont intégré les robots soudeurs. Puis le seul objectif du projet, c'était d'être capable de supporter la cadence de production qui était plus élevée parce qu'on s'entend souder, trouver des bons soudeurs sur le marché, c'était très difficile. Fait que c'était de travailler de pair avec les robots, les soudeurs qu'il y avait à l'interne pour supporter cette forte cadence de production-là. Puis, juste aller plus loin, Nicolas, peut-être juste pour faire du pouce sur ce que tu dis. On a des clients les clients n'ont pas tous mis en place, exemple, des technologies pour faire du nesting, exemple, au niveau de la découpe, au niveau de l'acier. Ils n'ont pas tous fait ça. On n'a pas besoin que le ERP soit en place pour tirer des bénéfices nécessairement. Il peut y avoir des bénéfices, mais
peux pas t'empêcher de diminuer tes rejets, exemple, d'optimiser ta découpe parce que tu as un ERP en place, pas en place. Je comprends qu'ils peuvent se parler, mais tu n'es pas obligé d'attendre pour ça. Je suis désolé, je t'ai interrompu, Nicolas. Non, aucun problème. Puis je pense que ça revient à l'optimisation versus l'essentiel, là. Puis je sais que c'est Sofiane qui avait posé la question. Sofiane, en fonction des réponses qu'on t'a données, est-ce que ça répond à ta question? Est-ce que tu aurais peut-être un point à ajouter? Sinon, tu peux utiliser le chat ou simplement te démuter puis parler. Oui, bonjour à tous. Dans le fond, c'était ma question. Nous, on est des intégrateurs en robotique, automatisation, etc. Fait que c'est ça ce qu'on voit vraiment un peu des contraintes côté robotique. Les dirigeants, souvent, parce qu'on voit pour les transformations numériques, il y a beaucoup de subventions du gouvernement. Ils poussent pour ça. Fait que toutes les entreprises que je vois aussi, c'est positif, hein. Ils vont aller chercher des subventions pour pouvoir bénéficier et implémenter un système ERP ou d'autres, tout ce qui est transformation numérique. Mais par contre, je ne vois pas tant que ça de subventions, puis aussi beaucoup plus de subventions côté robotisation. Fait que c'est ça que moi, je le vois. Oui, il y a une grande pénurie de main-d'œuvre, etc. Justement, entre autres, on travaille sur des robots soudeurs qu'on va lancer très bientôt. Mais on voit quand même de notre côté une certaine contrainte à travers les dirigeants pour aller sortir un peu de leur zone de confort pour investir dans la robotique en quelque sorte. C'est plus de ce sens-là parce que on voit que la transformation numérique prend beaucoup de place, puis la robotique, je pense, c'est un petit peu mis de côté, vu que je pense que c'est le manque de subventions de côté gouvernemental. Ouais. C'est mon point de vue. Peut-être que je me trompe. Vas-y, Jean. Mais je trouve ça intéressant, Sofiane, ton point. Moi, je fais partie de ceux qui disent que des subventions, on en a bien assez, là. Moi, actuellement, je veux dire, on comprend qu'on veut prendre tout l'argent possible, mais on est privilégié aujourd'hui sur le plan des affaires. Moi, actuellement, je considère qu'on a vraiment des facilités pour compétitionner en Amérique du Nord aujourd'hui avec les subventions qui sont là. On est dans une position unique au Québec. En tout cas, avec mon expérience, c'est une position que je vois nulle part ailleurs. Puis je ne sais pas si c'est du courage managérial ou je ne sais pas si c'est un petit peu, on est habitué de faire les choses d'une certaine manière, mais je crois que si on ne fait pas, on n'utilise pas ces leviers. D'abord, ces leviers-là ne seront pas là tout le temps. OK, moi, ils vont disparaître à un moment donné. Le gouvernement ne pourra pas passer son temps à diminuer le retour sur investissement. Tu sais, Sofiane, moi, souvent, quand je rencontrais des clients avant, là, je leur posais la question, pourquoi vous ne faites pas votre projet tout de suite? Parce qu'ils me parlaient, il faudrait que l'application fasse ça, ça va nous aider, on va sauver du temps. Énormément d'engouement. Puis là, je disais, on commence. Puis là, souvent, j'entendais des réponses qui m'amenaient vers deux tiroirs. C'était, ben, écoute, sais-tu quoi? La business est un petit peu basse. J'ai moins de revenus. Alors, ce que je vais faire, donc, j'ai moins d'argent. Je vais donc attendre d'avoir un prochain contrat. Puis, quand je vais avoir mon prochain contrat, je vais avoir de l'argent, je vais être capable de faire le projet. Souvent, je disais, quand tu as du temps, souvent, tu n'as pas d'argent. Quand tu as de l'argent, mais tu n'as pas de temps. Des fois, j'allais voir les gens et dire, on est tellement débordés, je voudrais le faire tout de suite, mais mes ressources sont tellement occupées, je ne peux pas me lancer là-dedans parce que je suis débordé. Quand je vais avoir moins de business, on va pouvoir le faire. Là, vous comprenez que je me promène de mes... C'est un cercle vicieux. Puis là, ben, l'élément budgétaire, moi, je dis maintenant, il n'existe plus. Parce que si les gens avaient de la misère à justifier de faire des projets comme ça, avec l'aide qui est en place aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas dire c'est pas payant. Quelqu'un ne peut pas dire ça. Puis l'élément de main-d'œuvre, lui, ne quittera pas. La problématique au niveau de la main-d'œuvre ne quittera pas. Puis c'est un cercle vicieux vraiment encore plus profond parce que si tu ne fais pas le changement-là, ton compétiteur va le faire. Si le compétiteur le fait, il va être plus performant. Il va augmenter ses ventes. Il va faire plus de marge, plus de profit. Ça va lui donner du levier pour aller chercher tes employés en les payant plus cher. Ta rétention va être encore plus difficile. OK? Alors, la question, c'est est-ce que tu es dans la course pour la gagner ou tu es dans la course, tu n'es pas loin de la course puis tu la regardes faire. Puis, je pense que le timing n'a jamais été si bon. OK? Puis tu sais, Sofiane, je comprends qu'il y a quand même un investissement peut-être beaucoup plus important. Ce n'est pas juste du software. Là, je comprends que de ton côté, il y a des composantes
hardware, mécanique, il y a de l'infrastructure qui est assez importante. Puis là, peut-être que je manque de connaissances quant aux aides là, disponibles. Mais je trouve qu'on est très bien positionné actuellement au Québec pour utiliser ces leviers-là. Ah, c'est super Moi, j'aimerais pertinent apporter ce que vous dites, Jean. C'est super pertinent. Puis merci beaucoup pour les commentaires et suggestions. Super. Puis moi, un des points, je pense que j'aimerais rajouter, c'est que souvent, il y a des entreprises qui vont attendre sur l'obtention de subventions, puis des fois, ça va faire perdre le momentum sur un projet de transformation numérique. Puis ça dépend, encore une fois, c'est sûr que c'est des subventions, ça vient aider à la concrétisation du projet, ça vient ajouter un support financier. Par contre, des fois, ça peut ralentir la vitesse à laquelle on veut aller dans l'implémentation des systèmes. Fait que je pense que quand tout est bien coordonné, les projets sont bien présentés au gouvernement à temps, et là, ça évite de créer un retard, puis tout ça. Je vois Sébastien qui avait une question. Oui, bonjour, salut Nico. J'aurais une question. En fait, nous, on a 2 entreprises manufacturières, et une qui a fait le rachat de l'autre. On est en train, les 2 opèrent avec chacun leur ERP, leur base de données, vraiment 2 choses complètement distinctes. On est à migrer vers l'implantation d'un ERP pour les 2 usines. Je présume que il y a beaucoup d'enjeux qu'on ne doit pas mesurer présentement, probablement au niveau de l'uniformisation, des bases de données, de l'information et tout ça. Que ça va être quoi le délai au niveau des enjeux? Il y a plusieurs aspects, on dirait qu'on pense, mais on ne sait pas trop ça va prendre quelle proportion. Donc, c'est dans quoi on s'embarque, là? Peut-être juste pour revenir, peut-être c'est Sébastien, hein, c'est bien ça? Ouais. Sébastien, en fait, dans quoi on s'embarque? Il y a des entreprises qui, des fois, je ne connais pas vos entreprises, savoir comment elles sont structurées, mais parfois, il y a des entreprises qui vont ramener un ERP parce qu'elles sont rendues à la 5e, 6e, 7e entreprise, puis il y a des bénéfices sur le plan, exemple, de la gestion comptable ou de la gestion, on va appeler ça, financière de la business qui force à faire ces changements-là. Puis ça peut faire que sur le plan, parce qu'on manque de ressources, encore une fois, avec moins de personnel, tu vas être capable de faire le même genre d'opération. Puis tu vas être probablement capable davantage de comparer tes entreprises, exemple, au niveau de tes unités d'affaires, si ce sont des entreprises qui sont comparables, parce que si c'est dans des secteurs d'activité complètement différents, ben On fait exactement tu la vas même chose. standardiser certaines. C'est ça. OK. Fait que la première question pour toi, c'est quel est l'objectif à l'arrière de l'unification des 2 entreprises? C'est la première chose. On a des clients qui, des fois, ce n'est pas sur le plan financier qui a un bénéfice à faire, exemple, à installer un ERP. Des fois, on a des clients que, plus que ça, sur le plan de la comptabilité, sont tellement gros, sont tellement déployés, ne veulent pas changer ça. Mais l'interopérabilité entre les entreprises, c'est-à-dire, on a des clients, des fois, que une division passe une commande à l'autre, puis après ça, rachète. Puis là, tu te ramasses à payer des gens, à rentrer des transactions dans 2 systèmes séparés pour de l'intercompagnie. OK? Puis des fois, ça peut être un volume qui peut être assez important que tu vas dire, regarde, ça ne fait pas de sens. Sur le plan comptable, on peut gérer ça d'une manière, mais sur le plan opérationnel, il faut rapprocher les 2 business. Fait que c'est peut-être large la question que j'ai pour toi, là, mais quel est l'objectif, de un? Puis, est-ce que souvent le danger quand on ramène ça sur un ERP, c'est que des fois, tu peux avoir un gagnant et un perdant. C'est-à-dire que tu as peut-être une entreprise pour laquelle tu as un ERP qui est un super bon fit, puis lui, là, l'entreprise opère super bien à cause qu'elle a un ERP qui colle à sa réalité. L'autre compagnie a peut-être besoin de quoi qui est plus orienté distribution, ressources humaines, plus financier. Puis là, ben, si tu prends, par exemple, ton ERP manufacturier et tu le déploies de l'autre côté, peut-être que tu vas ralentir cette division-là. Si tu prends de quoi qui est plus comptable puis tu le forces vers l'entreprise manufacturière, tu vas peut-être prendre sur le plan de l'exécution manufacturière, tu vas peut-être perdre des plumes. OK? Moi, je pense qu'un des éléments qui est important, c'est de peut-être identifier, maintenant que le choix est fait, ça va ressembler à quoi la réalité pour les 2 entreprises? Est-ce que tu transformes les 2 ou là, tu as 2 implantations ou il y en a une des 2 qui reste avec le ERP, puis l'autre, finalement, tu tombes dans une implantation. C'est peut-être une des questions que je me poserais, là, Sébastien. Je ne sais pas, vous êtes où là-dedans? OK, merci. Ça répond quand même à ma question, c'est gentil. Mais ça force. Ce qui est assez particulier dans ce que tu dis, Sébastien, c'est
quand on fait l'implantation d'un système, tantôt je disais, il faut que les gens soient alignés, ça prend un groupe, il faut que les gens comprennent les bénéfices. À un moment donné, tu rencontres les gens d'une division ou d'une entreprise, tu dis quels sont vos enjeux. Quand on implante un ERP dans une entreprise à côté, on dit quels sont vos enjeux. Là, ce qui peut peut-être ajouter comme degré de difficulté, c'est tu rencontres la première division, la première entreprise, tu leur demandes quels sont leurs enjeux, mais toi, derrière de ta tête, tu n'as pas le choix de dire il va y avoir des compromis. Parce que si je vais implanter un système d'une certaine manière, ben, je vais vous demander de mettre de l'eau dans votre vin, puis je vais leur demander de mettre de l'eau dans votre vin, puis ça se peut que ça va prendre un bon pitch sur le plan des bénéfices corporatifs. C'est là que ça va être important, je pense. Oui, c'est là, ouais. Puisqu'on est 150 employés, donc à peu près 130 de production. Donc, tu sais, le ERP, les opérations du ERP, ça touche peut-être une vingtaine de personnes plus directement, mais effectivement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'enjeux qu'on a mal mesurés ou qu'on n'a pas mesurés. C'est correct. Super, merci, Sébastien. Merci. Puis, il y a une question que ça fait longtemps qui a été posée dans le chat. C'est Jeanne qui a posé la question. Bonjour, je suis étudiante et mène des recherches sur l'approvisionnement 4.0. Selon votre expérience dans cette transformation numérique, quelle est la place de l'approvisionnement? Autrement, est-ce que c'est lorsque ces PME embarquent dans la transformation numérique, est-ce qu'elles priorisent certains processus? Si oui, lesquels? Fait que peut-être, là, je pense synthétiser un peu la question. Est-ce que l'approvisionnement est souvent au cœur d'une transformation numérique? Sinon, c'est quel département qu'ils sont? Puis Jeanne, sens-toi libre d'ajuster si jamais tu as des précisions à amener là, sur la question. Vas-y, Jeanne. Ouais, en fait, oui, c'est exactement ça. En fait, c'est ça. C'était ça ma question. OK, merci. Je vais vous partager mon expérience, mais là, je remets encore dans le contexte où, quand on fait affaire actuellement dans notre secteur d'activité, dans le secteur manufacturier, là, plus petites entreprises, bon, on a deux types de gestion des appros, majoritairement avec les clients avec qui on travaille. On a des gens qui sont très orientés projet, c'est-à-dire qu'ils vont faire de la fabrication sur mesure, des projets sur mesure. Puis là, l'élément d'approvisionnement, ça se limite à, puis je ne veux pas trop simplifier ça, mais ça se limite à quelle est ma nomenclature de fabrication, quelles sont les pièces à fabriquer pour ce projet-là, quelles sont les pièces à sous-traiter pour ce projet-là. Puis j'ai des actions à prendre, que ce soit de négociation, de demande de prix, faire l'achat, la réception, puis il faut que j'enligne mes requis matières en fonction de ma planification de production. C'est très project-oriented, c'est très orienté projet. Okay? On a d'autres types de clients qui font plus partie d'une chaîne d'approvisionnement, qui vont être sous-traitants pour des entreprises où il y a des volumes dans lesquels là, il va y avoir une gestion de l'inventaire avec soit des Kanban, soit avec, exemple, une localisation spécifique ou variable parce qu'il y a un volume transactionnel qui est à gérer. Alors, on gère ces deux éléments-là. Alors, bon, quand c'est en mode projet, la partie approvisionnement, la partie achat, je vous dirais, elle est centrale. Elle est toujours dans des fichiers Excel ou souvent elle est faite dans un fichier comptable déconnecté de la planification de la production. Donc, puis quand les gens viennent nous voir là, dans l'ERP manufacturier, dans le top 3, la planification de la production qui dépend de l'approvisionnement, c'est toujours dans le haut de la liste. Alors, pour nous, d'implanter un système ERP sans régler la partie approvisionnement, c'est un non-sens. C'est intimement relié. Alors, ça, c'est l'expérience qu'on a. Maintenant, quant à l'automatisation, exemple, quant à une gestion peut-être plus complexe au niveau de l'approvisionnement, Jean, j'aurais peut-être besoin que tu clarifies davantage. Puis peut-être, Nicolas, avec les outils qu'Axia fournit, peut-être aussi que tu peux renchérir là-dessus. Là. Oui, super de bons points, Jean. Puis nous, ce qu'on remarque, c'est que les entreprises vont être super bien supportées pour communiquer les informations de l'approvisionnement au reste de l'organisation via le système ERP. Mais dans leur day-to-day opérationnel, quand c'est le temps de gérer des demandes de prix, gérer des communications à l'externe avec les fournisseurs ou des fois avec des gens à l'interne sur des mandats ou des achats particuliers, mais là, souvent, ça passe par courriel, fichier Excel, puis ainsi de suite. Donc, effectivement, je pense que dans les dernières années, l'approvisionnement, ça allait quand même assez bien avant la pandémie, surtout. On n'avait pas trop de misère à trouver des sources d'approvisionnement. Puis là, pendant la pandémie, on est arrivé avec des ruptures de stock dans plusieurs types de composantes, plusieurs industries. Fait que là, les entreprises
ont dû mettre plus d'emphase ou plus de temps, moi je dirais plus de temps, plus de ressources sur l'approvisionnement pour s'assurer de ne pas manquer de matière et être capable de livrer aux clients. Mais on a des histoires d'horreur que, par exemple, des produits étaient bloqués en inventaire parce qu'il manquait une pièce à 100 $ sur le produit final, fait qu'il est invendable pour le client. Ça, je suis sûr qu'on l'a tous vécu de près ou de loin. En fait, toutes les entreprises manufacturières, je ne peux pas m'inclure là-dedans parce que nous, Axia, on n'est pas une entreprise manufacturière, mais que plusieurs d'entre vous l'ont vécu pendant la pandémie, fait que les ruptures de stock. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'on a vu une plus grande importance qui est mise au département des achats, puis à l'importance d'avoir des bonnes structures d'approvisionnement, des bons processus, des bons outils technologiques pour supporter ce département-là dans son day-to-day opérationnel, si on veut. Puis, Jeanne, on vient de répondre à ta question. Est-ce qu'il y a des points que tu aimerais ajouter ou il y a des éléments qu'on n'a pas couverts? En fait, je voyais dans le chat qu'il y a quelqu'un qui posait la question, je suis à 20 d'utilisation de mon ERP, est-ce que je me lance dans quelque chose d'autre ou je complète l'implantation d'ERP? Avec la réponse que l'information que j'ai donnée, moi, je dirais, si vous êtes à 20 d'utilisation, 30 d'utilisation de votre ERP, associez pas ça à un échec. C'est la première chose que je veux vous dire. Parce que si à prime abord, le 20, le 30 qui a été mis en place vous a permis de régler les problématiques opérationnelles qui vous faisaient mal, qui vous bloquaient, ça se peut que la prochaine chose à faire, ça ne soit pas. Vous ne manquerez pas un trophée parce que vous allez utiliser votre application ERP à 95 d'utilisation. Je ne sais pas si vous le suivez, là. Et rappelez-vous une chose, vous êtes à 20 aujourd'hui. De notre côté, à chaque année, on rajoute dans le plan de développement des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux features qui vont parfois être utilisés par 20 de la clientèle, mais on élargit, dans le fond, le footprint ou, dans le fond, la portée du logiciel. Très peu d'entreprises sont capables de dire « j'utilise 100 de mon application ». Je veux au moins couvrir cet élément-là dans le chat. Je pense qu'on a tout le temps ce feeling-là. On ne l'utilise même pas, notre logiciel. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que ça a donné les résultats escomptés ou non? OK? Et si tu dis, ouais, mais on n'utilise pas cette fonctionnalité-là, ben, c'est peut-être la meilleure décision au monde de ne pas utiliser cette fonctionnalité-là parce que le coût puis le dérangement requis pour le mettre en place peut-être ne justifie pas les bénéfices ou la valeur que ça va créer ne justifie pas les efforts. Faites-en pas un cas. Là, si vous avez 20 d'implantés et ça marche, partez en robotisation si vous pensez que c'est la prochaine chose à faire. Ouais. Est-ce que ça répondait à ta question, Stéphane? Peut-être, est-ce que tu as des points à rajouter? Non, c'est parfait, merci. Non, c'est ça que je voulais savoir parce que moi, je suis du style à n'importe quel logiciel j'utilise, j'essaie d'utiliser le maximum, comme ça soit un Excel, j'essaie d'utiliser 80-90% de ce qu'il offre, mais finalement, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas nécessairement utiles ou qui ne vont pas du tout aider à avoir plus d'informations sur l'information qu'on sait un peu déjà à la base qui est incomplète. C'est sûr que, comme on m'a dit aussi souvent, c'est garbage in, garbage out. Alors, si on ne veut pas, si on sait déjà c'est quoi le garbage, ça ne sert à rien de le mettre inutilement dans un ERP pour avoir la même information. Oui, merci beaucoup, Jean. Merci, Stéphane. Puis avant de quitter, Jean, j'ai une dernière question qui m'est venue en tête pendant le webinaire. Puis je pense que je veux t'apposer. On voit beaucoup d'entreprises qui, selon moi, complexifient leur processus en vue d'une implémentation de système. Fait que finalement, ils vont intégrer un système ERP puis ils vont vouloir que tout soit sur mesure selon leur processus, selon leur méthode, leur manière de faire. Toi, dans ton expérience, selon ce que tu as vu, est-ce que c'est une bonne pratique où il faut simplifier ces processus et essayer de s'adapter à un système qui a été fait pour la majorité des entreprises manufacturières ou pour répondre à 80 du problème et non aller dans les détails du 20 le restant? Bon, la première chose, j'aimerais ça dire que des implantations qui couvrent 100 des processus, là, ça n'arrive pas. Okay? Ce n'est pas une réalité. Je vais aller plus loin que ça. L'ERP, comme Genius, on dit on est capable de couvrir tous les applicatifs. On est capable de couvrir tous vos processus. Mais je viens juste de dire que ce n'est pas anormal d'y aller en phase. Alors, quand vous allez parler à une entreprise, il ne faut pas se surprendre si l'application est utilisée à 50-60 Moi, ce que je dis, c'est allez-y par bloc, allez chercher des bénéfices parce que si vous mettez ça trop gros, vous ne le ferez jamais. Puis vous allez perdre vos chances de gagner sur le marché contre vos compétiteurs. Alors, engagez-vous dans la course
le plus rapidement possible. OK? C'est la première chose. Maintenant, quelle est la bonne pratique? Okay? Est-ce que je personnalise l'application ou j'utilise de quoi qui est, on va appeler ça, qui est plus vanille? Bien, là, moi, je vais être biaisé, Nicolas, dans ma réponse. Fait que là, je mets un autre disclaimer. OK? Je vais être biaisé. Rappelez-vous avec qui je travaille. Nos clients, ce sont des petites et moyennes entreprises et typiquement, ils n'ont pas de département de TI. Ils n'ont pas de développeurs sur place. Ils n'ont pas quelqu'un qui gère, qui a des fortes connaissances au niveau des bases de données, puis au niveau, exemple, des analyses de data. On fait affaire avec des PME qui sont en croissance. Notre approche à nous, c'est de tourner vers ces entreprises-là, puis dire, collez-vous sur les meilleures pratiques d'affaires. On fait affaire avec des entreprises qui vous ressemblent depuis plus de 30 ans maintenant. Voici les bénéfices qui sont à votre portée immédiatement si vous acceptez de vous coller à ce qui est un standard dans l'industrie. Okay? Ça, c'est notre approche chez Genius. Il y a des façons de personnaliser, que ce soit les tableaux de bord, les alertes, certains comportements de l'application, mais essentiellement, tous les clients chez Genius utilisent l'application tout le temps pas mal de la même manière. Okay? Mais ça, c'est notre marché, je pense, qui dicte ça. C'est notre marché qui dicte ça. Maintenant, des fois, on arrive dans certains secteurs d'activité qui sont des outliers. Tu sais, il y a des entreprises où tu vas dire des machine shops, tu vas en trouver des centaines. Okay? Mais il y a des entreprises, parfois, qui vont avoir des processus manufacturiers très uniques. Puis, ils ne s'en sortent pas, ces gens-là. Ça prend de la personnalisation. Ça prend à un moment donné quelqu'un qui adapte. Ils vont payer parfois plus cher, mais ils n'ont pas le choix parce que les processus standards, même des grands logiciels, ne font pas de sens, ne sont pas là. Ou, alors tu payes tellement cher, il va falloir que tu achètes un tiers 2, un tiers 1 qui va te permettre de le personnaliser qu'en bout de course, tu vas être pris dans cette situation-là. Fait que moi, je pense que les deux modes sont encore valables. La seule différence, c'est que si tu veux avoir des bénéfices plus rapides, tu vas être capable de tirer le bénéfice de l'expérience de d'autres entreprises puis de gens qui sont spécialisés dans ton secteur. Je pense qu'il y a des bénéfices à se coller sur quelque chose qui est déjà fait, qui va te permettre d'aller chercher des résultats rapidement. Il y a certainement des bénéfices, surtout si tu veux y aller avec des petites victoires. Si tu te mets à coder, ça risque d'être un projet qui est très long avant que tu mesures des résultats. Donc, c'est pour ça que je dis, je suis biaisé. Notre approche, c'est celle-là de notre côté. On rappelle au client les bénéfices qu'il va avoir dans 3 mois, dans 4 mois, dans 5 mois. S'il est prêt à nous faire confiance après avoir parlé à des références, des gens qui travaillent avec nous autres, puis dire voici comment tu devrais évoluer avec la plateforme. Mais en même temps, tu as peut-être quelqu'un dans la salle qui, lui, personnalise des ERP qui va dire ben moi, j'ai d'autres bonnes expériences, tu comprends, qui vont à l'encontre de ce que j'en dis, puis je suis bien correct avec ça. Puis une super de bonne réponse, Jean. Puis effectivement, là, je pense que tu as amené un bon point. Il y a un pourcentage d'entreprises qui n'ont pas le choix de customiser un système ERP, puis l'autre pourcentage va être capable, ou en fait la majorité vont être capables d'utiliser une plateforme vanille, puis de déjà aller chercher une bonne efficience au niveau de leur processus. Je vois que c'est tout le temps qui nous reste. Je veux souhaiter en fait, je veux dire un grand merci à tout le monde qui a assisté à la rencontre aujourd'hui. Merci à tout le monde qui a posé vos questions également. Jean et moi, on aime ça parler de ces sujets-là. Donc, Elsa va s'assurer de mettre nos contacts dans le courriel de suivi. Si jamais il y a des questions qui restent, vous voulez parler à Jean d'un sujet spécifique, je suis sûr, gênez-vous pas de l'appeler ou de m'appeler pour en discuter. Ça va nous faire plaisir. Puis, je dirais que c'est pas mal ça. L'enregistrement va être disponible aussi par la suite, suite au webinaire. Donc, un gros merci à tout le monde qui a assisté, puis passez une bonne fin de journée. Merci tout le monde. Merci beaucoup.